Il est 19h30, nous sommes en direct. La troisième mi-temps dominicale de Blue Sport démarre à l'instant, match après match, qui ce soir va faire une large page à la Challenge League. En effet, les Romans sont aux avant-postes et c'est tant mieux pour nous. Mais est-ce que deux promus en Super League, est-ce raisonnable? On en débat tout à l'heure. Le clash de la semaine, c'est entre Erik ten Hag et Cristiano Ronaldo. Le divorce est-il définitivement consommé? Le championnat suisse de Super League nous propose d'année en année un ventre mou toujours plus important. Est-ce que cela signifie que le niveau de notre championnat est à la baisse? Et enfin, on l'a dit tout à l'heure, Yann Sommer est pour l'instant incertain. Il fait trembler toute la nation. S'il devait manquer, qui pour le remplacer? On en débat durant les prochaines minutes en compagnie de Vincent Rigolet pour la rédaction Blue Sport. Bonsoir Vincent. Carlos Varela qui représente nos consultants. Bonsoir Carlos. Bonsoir. Et le grand plaisir d'accueillir Anthony Sautier, joueur d'hiver dans le sport. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Défenseur, plus de 300 matchs de Ligue nationale et vous avez pris une habitude. Vous devenez un joueur décisif à l'image de ce magnifique coup franc inscrit hier soir à Bellinzone. Vous avez déjà revu les images, ça fait plaisir quand même. Ouais, on me les a déjà envoyées, mais je reviens sur ce que vous avez dit, décisif. Là, c'est la première fois que je suis décisif, je pense, après la 90e minute. Mais c'est juste les émotions que ça procure, c'est magnifique. Quand on voit tout le banc courir au poteau de corner et rien ne peut remplacer ces moments. But inscrit à la 93e et selon la formule consacrée, Carlos, ça fait du bien quand on rentre du Tessin avec un score acquis dans les dernières secondes. On entend souvent ça dans le bus où l'entraîneur, pour nous motiver, disait ça va être long si on ne prend pas les 3 points. C'est vrai que c'est petite motivation supplémentaire si on faut, mais c'est vrai qu'on entend souvent ça quand on va au Tessin. Vous confirmez? C'est juste Carlos qui l'a dit entièrement, parce que si on avait peut-être le nul, c'est quand même pas mal, mais si on avait perdu le match, le retour, même si on l'a fait en train, je pense que le retour aurait été long. Vincent, vous avez entendu tout à l'heure Daniel Romano me lancer sur les toiles d'araignée. Anthony, c'est vrai que vous n'aimez pas les araignées? Ouais, d'ailleurs, je vais regarder tout ça après, on va peut-être nettoyer tout ça. Pour ceux qui n'ont pas compris l'allusion, on vous a compilé ces petites pépites. Alors la première, ça remonte, hein, c'était face à Zurich en Challenge League. Pas mal, hein, messieurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Les toiles d'araignée avec Anthony Sautier, elles ont... Écoute le podcast, donc celui d'avant, c'était un centre. Complètement raté. Ouais. Non, celui de cette saison, je pense qu'il peut aller au prix Puskás, quoi. Cet extérieur du droit, non, il est incroyable, cet extérieur du droit, il est magnifique, Anthony. Si jamais, moi, je vais vous rappeler le but que j'ai marqué contre Zurich. J'ai été nominé à la SFL Award, mais je n'avais pas gagné. Non. Bah non. C'était JP Nsamé qui avait marqué la Madjer contre Bâle qui avait gagné. Je l'ai toujours. Ah bah voilà. Je plaisante. Voilà, pour dire que c'était un beau but, mais il y en a tellement des beaux buts partout. Non, mais un but pareil, mais c'est un souvenir qu'on aura toujours d'Anthony Sautier. Sautier. Non, pour de vrai, c'est un souvenir qu'on aura toujours d'Anthony Sautier. C'est ce but contre Zurich. Cette saison, il y a ce coup franc contre Bellinzone d'hier. Il y a ce but contre Lausanne. C'est presque devenu emblématique d'Anthony Sautier. C'est des buts venus de nulle part. Et puis c'est classe pour vous, déjà. Ouais. Et puis, vous savez, Anthony, on a sollicité nos téléspectateurs et il y a un certain Vincent S. qui nous a écrit du Portugal, justement, pour faire référence à vos magnifiques réussites. Il nous demandait, mais combien de frappes avant d'enfin marquer un but avec Servette en Super League? C'est Vincent Sasso, hein, bien sûr, là, qui chambre. C'est quoi? Un exercice que vous... C'était un jeu à l'entraînement? Non, Vincent, il me chauffait souvent parce que depuis qu'il est arrivé, j'avais marqué 0 but. J'avais juste marqué contre Saint-Gall, là, à la Praille. Donc, il savait très bien que j'avais une qualité de frappe. Il avait vu les buts. Et à chaque fois, il me disait non, mais surtout, ne la mets pas quand je suis sur le terrain. Et puis... Contre Saint-Gall, je l'ai mise, mais bon, c'était plat du pied, sécurité dans le petit filet, c'était pas dans la lucarne. On a aussi des supportrices d'Yverdon qui nous ont écrit pour nous demander à quand un match dans le COP Yverdonnois. Ouais, avec plaisir. Bon, quand je serai peut-être suspendu, je sais pas, on verra. Je suis à 2 cartons. En tout cas, on risque de vous remarquer parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans le COP Yverdonnois. Pardon. Méchant. Non, mais 12 spectateurs courageux hier qui ont fait le déplacement jusqu'au Tessin et ça, c'est classe.
Ouais, pardon, Non. pardon Alain. Ouais, mais hier c'était 12 personnes. Mais là, il y a de plus en plus au municipal à Yverdon un petit COP qui se garnit de plus en plus et qui met l'ambiance. Donc, il faut quand même saluer ce qu'ils font. On a eu beaucoup de supporters du Servette, du moins de par la tournure des questions. Est-ce qu'un retour à Servette après votre carrière est envisageable? À voir dans quel poste, pourquoi faire. Donc, pour l'instant, je me concentre sur ma carrière de footballeur. Je réfléchis à ce que je peux faire par la suite après la carrière de footballeur, mais c'est toujours compliqué quand on est en pleine saison avec un contrat. Mais pourquoi pas revenir à Servette, oui. Alors, quand on s'appelle Sautier et qu'on a grandi à Genève, on a une question qui nous vient du Valais. C'est Hugues qui vous l'adresse. Alors, vous êtes plutôt raclette valaisanne ou Cardon-Genevois? Hugues, je pense savoir qui c'est qui a posé la question. Mais alors, à la base, je suis plus raclette. J'adore la raclette. Mais les cardons, on en mange chez la belle famille à Vous Noël. connaissez le cardon? Non, je connais pas. C'est très bon. Bah, c'est Gratin de cardon. Aucune idée. Ah J'adore bon, la raclette, ouais. donc ça marche. En fait, c'est un légume, typiquement genevois. Voilà pour la petite notion culturelle. Et en gratin, c'est Magnifique. un délice. J'ai deux dernières questions d'un certain Christopher R. Je ne sais pas si j'ose vous la Alors, poser. je ne connais pas bien ça. D'accord. Ce Christopher R aimerait savoir quel moment de l'année vous faites de la muscu. À la fin de l'année, normalement. On le salue, hein, Christopher Routis. Et puis la dernière, avant d'ouvrir les débats, c'est un certain Jérém F32 et qui vous demande... C'est magnifique parce que moi, je vois Anthony et je vois sur son visage, je dis mais qu'est-ce qu'il a balancé? Mais ça veut dire que vos anciens coéquipiers, parce que là, c'est Non, mais Christopher Routis, Routis on et disait- Frick qui vous chambrent. Ça fait quel bruit un poussin de 500 kilos? Je peux le faire. Non. Non. Quoique, en c'était- fin d'année, Vincent, vous êtes en charge du bêtisier, pourquoi pas? Non. Non, c'est la blague préférée de Frick parce qu'il adore crier. Donc, faut dire piou-piou, mais Ah. à fond. Très fort. Mais ça veut dire quoi, messieurs? Ça veut dire que les copains qui chambrent, ça veut dire que Anthony ne laisse pas indifférent, même qu'il n'est plus dans le vestiaire. Il y avait vraiment un noyau à Servette qui est indestructible, malgré les trajectoires prises par Sasso, par Routis. Non, puis je peux le confirmer, évidemment. C'est des joueurs qui veulent absolument que leur question soit là, mais c'est plus pour montrer leur amitié, leur amour pour la personne qui est Anthony. Dans un vestiaire, on parle souvent d'une famille, mais il y en a qui ont des rôles différents. Anthony, il soudait tout ça, il déconnait tout le temps avec tout le monde. Donc évidemment, moi, on s'en fout du fond de la question. Mais le fait qu'ils viennent demander quelque chose, c'est plus un message de « on est là, on veut te poser une question, on veut te chambrer ». Et tout ça, en fait, c'est de l'amour. C'est de l'amour qu'on a pour des personnes. Et c'est souvent des gens que 10, 15 ans après, on est toujours content de revoir. En tout cas, nous, on est ravis de vous accueillir. On a toujours été ravis aussi de vous avoir à l'interview. Mais messieurs, place quand même au débat. C'est un peu le thème de cette émission. En Challenge League, les Romans sont aux avant-postes. Lausanne est en tête. Stade Lausanne-Ouchy est juste derrière avec 1 point de retard. Et Yverdon est à égalité avec le FC Ville. C'est la bouteille à encre. On rappellera, messieurs, que la Super League va passer à 12. Et on rappellera à nos téléspectateurs qui l'ignorent encore que les 2 premiers sont promus directement, que le 3e va jouer un match de barrage contre le dernier de Super League. Au vu de ce que l'on voit en ce début de championnat, on peut légitimement espérer, croire à 2 Romans aux 2 premières places. Mais est-ce que ce serait raisonnable pour la Suisse romande d'avoir 2 pensionnaires supplémentaires en Super League? Moi, je trouve que oui, par rapport aux autres. Après, quand on voit le tableau, on voit tout de suite que c'est possible. Il faut même plus se poser la question. Moi, je mets toujours 3 valeurs sûres dans la Challenge League. C'est Haro, Thun et Vaduz. Ils connaissent le championnat et ça, ils ne sont pas au rendez-vous. Donc, il y a forcément 3 autres places à les prendre. Le fond de jeu est là, le jeu est là. Et puis, on sait qu'une promotion, ça peut faire venir plus de public. Yverdon a déjà joué en haut. Lausanne, on ne discute pas. Et Lausanne-Ouchy qui s'invite à ce rendez-vous. Le fond de jeu, c'est quasiment les 3 meilleures équipes de notre championnat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour monter, il faut c'est pour ça que je les mets vraiment favoris, cette rigueur défensive. Et Yverdon, Lausanne et Lausanne-Ouchy, ils ont ce qui est en haut, c'est que vous êtes méchants. Vous savez pourrir un match, vous savez les moments durs, il faut encaisser, et vous n'êtes pas cette naïveté. Non, mais c'est ce qui va faire que sur la longueur, ils vont être là. Après, il y a du talent. Les meilleurs buteurs, c'est Koné à Yverdon, c'est Labo, et puis le duo au stade, c'est Oku et Hdini. Donc il y a même ça encore qui parle pour vous. Donc, et puis le petit MOOC que Yverdon a eu,
pourquoi vous êtes revenu pour moi, c'est parce que vous avez fait vos points avec le jeu. Ça n'a pas été des spéculations sur des corners. Et ça, sur une durée, les équipes qui seront en haut, c'est celles qui vont le moins encaisser, puis c'est celles qui auront un jeu. Et puis il y a de la place pour la Romandie. On n'a que 2 en ce moment, donc on va peut-être en avoir 5 l'année prochaine. Le ratio, il serait presque normal, en fait. Ouais. C'est que la saison passée, on perd une équipe romande. Là, on est à 10, on va passer à 12. En ayant 2 romans qui remontent, on a 4 équipes romandes, 7 alémaniques et une équipe tessinoise. Moi, je pense que le ratio, il est équilibré par rapport à notre pays, puis il est représentatif de notre pays. C'est pas forcément les romans qu'on attendait. Et je pense qu'Anthony va aussi s'exprimer là-dessus. C'est vrai qu'on ne voyait pas forcément le Slow et Yverdon en haut. À une certaine époque, certains ont des souvenirs lointains d'un Neuchâtel-Xamax qui jouait le haut de tableau. Alors on en est très 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 loin. C'est vrai qu'en termes d'infrastructure, d'histoire, on attendait plus un Xamax en Super League que le Slow ou Yverdon. Mais le terrain parle et actuellement le championnat il nous donne ce trio-là d'équipes romandes en haut et c'est tant mieux pour nous, quoi. Anthony, on n'y pense pas, vous allez me dire, on prend match après match. Hein, vous êtes bien placé ce soir pour nous le dire, mais malgré tout, 2 promus, un barragiste. Quand on est joueur, on peut pas s'empêcher d'y penser, non? Ouais, franchement, oui, on y pense. Après, ça me paraît tellement loin. Moi qui ai vécu pas mal d'années en Challenge League et j'ai réussi enfin à remonter avec Servette à l'époque. Après tant d'années en Challenge League, je me dis, voilà, là, on n'est que bientôt seulement à Noël. Ouais. Donc voilà, faut pas trop se précipiter, pas trop parler. Nous, à Yverdon, franchement, on n'a pas de pression. Le public, pour le peu qu'il y en ait... Pardon. nous fiche la paix, donc la direction également. Donc, nous, on sait qu'on a une bonne équipe. Les remplaçants, ils font le job quand ils rentrent. Donc franchement, on n'est qu'au début, mais si à la fin, je reviendrai peut-être sur le plateau vers la fin de saison pour avoir un discours différent. Je fais mon avocat du diable. C'est raisonnable, point de vue terrain, point de vue jouerie. Point de vue infrastructure, logistique, engouement populaire. C'est évidemment compliqué, ouais. Évidemment que c'est compliqué. Si on a des équipes qui montent en Super League, c'est pour qu'elles jouent dans leur stade. Et on a déjà compris que le Slow ne pourra pas jouer en Super League dans son stade. Ça paraît clair, hein. Ça m'arrange, c'est pas possible. Donc ce sera à la Pontaise. Et puis à Yverdon, il y a quand même beaucoup d'infrastructures à mettre en place si cette équipe-là, elle veut la licence pour évoluer en Super League. Et je trouverais dommage que ces équipes-là ne puissent pas le faire. Il y a certaines équipes qui ont des dérogations pour jouer en Challenge League. Je ne suis pas sûr que pour la Super League, on soit aussi conciliant au niveau de la Ligue. Ce serait le pire, non, d'avoir un championnat de Challenge League où le 2e et le 3e n'obtiennent pas la licence pour monter. On doit aller chercher le 4e. Ce serait une catastrophe aussi pour l'image. Et puis je pense pour les joueurs, vous avez envie de savoir des messages clairs. Oui, c'est possible. Yverdon l'a déjà fait. C'est le seul couac, mais c'est le couac Romandie, Suisse allemande. C'est clair que si Haro monte, tout le monde, on sait, ça le fait. Et puis que Stade Lausanne, oui, évidemment, au niveau du public, ça risque d'être compliqué. Moi, ce qui me dérange, c'est que ce ne soit pas déjà clair depuis le début de saison. Que vous sachiez que moi, si je me mets à votre place en disant, voilà, faites le job, on monte, on va peut-être souffrir au niveau des affluences, mais on a le budget, on a les infrastructures. C'est horrible de jouer comme ça. Je l'ai vécu à un autre niveau plus bas en Première Ligue, où on nous dit à une journée de la fin, vous pouvez pas aller en Challenge League. Ça nous a fusillé. Et puis je pense que les joueurs, là, ils ont besoin d'avoir cette info de c'est possible. Quand je vois la joie que vous avez au poteau de corner, ça va se multiplier de semaine en semaine, puis à la fin pour vous dire non, mais vous avez bossé pour rien, pour le maintien. Et ça fait mal quand même. Je me mets à la place des joueurs. Alors on n'a pas entendu le contraire, mais j'aimerais bien que ça accélère et puis qu'on sache que tout le monde a la licence. Mais ça se discute justement. Il y a des échéances qui sont données par votre directoire. Non, on ne nous a pas parlé de ça, mais on n'est pas bête dans l'équipe. Je pense que quand on regarde le stade municipal, la pelouse elle est très bien, mais après si le club veut monter en Super League, il faudra changer pas mal de choses. Je sais qu'à l'époque, Yverdon était en Ligue nationale A. Mais je ne sais pas si les choses ont changé, les règles ont changé. Peut-être avec les tourniquets maintenant pour entrer dans le stade, peut-être la tribune en face, la tribune verte comme ils l'appellent là-bas, est-ce qu'elle est homologuée? Il y a tellement de choses peut-être à changer, donc c'est peut-être un budget en plus. Donc je ne sais pas du tout. Le Bruglifeld a réussi à accueillir des matchs de Super League, donc je veux dire, il y a des adaptations qui sont possibles. Mais je comprends Carlos quand il nous dit qu'il faudrait que les choses soient claires pour les joueurs et je suis entièrement d'accord. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens d'arriver en fin de saison puis de dire alors vous avez super bien bossé. Ah ben en fait non. Mais non. Et même pour le public. Et même pour le public. On s'ouvre du public pour le faire venir. Il faut qu'il sache aussi on
on va les encourager pour une montée, et puis pas à la fin. J'entends ces discours, on les entend tout le temps, les tourniquets. Parce que les gens, ils ne se rendent pas forcément compte ce que ça représente, ce qui est demandé par la Ligue. C'est des normes de sécurité, d'accueil des médias, donc c'est pas simplement les journalistes, la largeur des escaliers dans les tribunes, la zone technique devant tout est compliqué, l'installation électronique, l'installation sonore. Enfin, il y a énormément de critères. Il y en a certains qui sont, je trouve, obligatoires et qui sont des bonnes décisions. Il y en a d'autres qui sont peut-être... Voilà, on peut encore discuter sur certains points, mais c'est des infrastructures qui sont très difficiles à mettre en place. Il faut aussi de la place autour du stade et il faut mettre les moyens financiers pour être un peu plus souple. Pour avoir la licence. Parce que moi, quand on me dit quand on voit Yverdon qui était en Ligue nationale, pourquoi ils c'était en 2006. Oui, mais qu'est-ce qui a changé? C'est ça. Qu'est-ce qui a changé? C'est les mêmes personnes qui viennent au stade. On aura notre saucisse, notre bière, une caméra. Non, je dis, il faut être un peu plus souple pour pouvoir représenter. Imaginez la catastrophe de notre championnat, ce serait qu'on dise voilà, non, puis on sait à l'avance que les 3 équipes qui vont monter, puis il n'y a plus de foot en fait. Après, j'aimerais croire que la Ligue ait envie que son championnat il ait un sens et que les performances sur le terrain soient suivies de promotions qui sont obtenues sur le terrain. En tout cas, qui vont essayer de le faire. La Ligue, notre championnat, on va prendre un léger virage, messieurs, pour parler de la Super League. Alors, on vient de le dire, la Super League sera augmentée à 12. On ne parle pas encore ce soir de la formule qui fait beaucoup parler dans les stades. Il y a période électorale et il y aura décision définitive le 11 novembre. Donc, on va laisser cette thématique de côté volontairement pour en parler peut-être un peu plus tard. Mais j'aimerais vous entendre sur la situation, on va dire, maintenant qui se présente dans notre championnat depuis 1, 2 saisons, 3 saisons même, le ventre mou qui vient de plus en plus grand. Il n'y a bientôt plus qu'un seul ventre mou, hormis IB et Servette qui s'extirpe un peu de la mêlée. Mais entre Sion et Winterthur, il y a quoi 7 points d'écart à peine. Le 3e et le 8e, il y a 3 points. Voilà, les places européennes, on le rappelle, en Suisse, vont jusqu'à la 4e place, plus l'éventuel 5e si le vainqueur de la Coupe fait partie des 4 premiers. Est-ce qu'on peut expliquer cela par une baisse du niveau de notre championnat? C'est ce qui fait baisser notre championnat. Ça, pour moi, c'est une certitude. L'argument, il est clair, c'est que j'ai eu la chance d'avoir vécu les 3 périodes depuis ces dernières 20 ans, c'est que champion avec Servette en 99, on se tirait la bourre avec Lausanne, Getse, il y avait ces locomotives. Et en Europe, on faisait bonne figure. On se rappelle tous de Lausanne qui bat Ajax, etc. Ensuite, il y a eu la domination bâloise avec Getse à la dernière minute, IB qui venait et Zurich qui prenait des fois le titre. Qu'est-ce qu'on se rappelle tous? Les campagnes européennes, ça passait. Tous les pays étaient derrière nous, les pays du Nord, etc. Dès que IB maintenant domine tout seul le championnat, qu'est-ce qui se passe? C'est que les clubs, c'est mon avis, se contentent en fait. Et on le voit encore cette année au Winterthur, le petit Winterthur, aujourd'hui, il peut aller dormir et dire on a 6 points de l'Europe. Voilà, c'est un fait. Avant, quand tu as ces 3-4 locomotives qui partaient devant, ça amenait comme au cyclisme. Tout le monde a se posé des questions en disant on est loin d'eux, parce que normalement là, on est déjà à 15 points de l'Europe avec un départ comme ça de saison. Et qu'est-ce qui se passe? Comme pour moi, ce n'est pas une coïncidence. Depuis la domination d'IB seul dans ce pays, si on éliminait contre des Lituaniens, Sapor, Sport qui élimine les clubs suisses, Sofia, tous des pays, des pays qui étaient à notre portée. Et on était passé à 5 places européennes. Là, on n'est à plus qu'à 4. Bientôt, on va peut-être être que 3. Donc ça, ce ventre mou, en fait, tout le monde dit, voilà, c'est peut-être bon pour le suspense. Mais non, mais oui, alors pour ça, oui. Mais le niveau descend parce qu'en fait, plus personne ne se met en question. Quand on peut dire qu'on est si près de l'Europe toute la saison, on dit on peut mettre des jeunes, ça va le faire. En fait, il n'y a personne qui se remet en cause. Et moi, je suis convaincu que là, on voit Servette. Dommage qu'ils n'ont pas encore tapé sur la table aujourd'hui. Mais il faut qu'il y ait ces locomotives, comme dans tous les autres pays, en fait. Comme le Portugal, comme la Hollande. Ça fatigue personne de voir ces 3, mais notre niveau descend en Europe. Pour moi, c'est une certitude. Pas complètement d'accord avec Carlos, parce que je ne vois pas sur quoi on base le fait que le niveau est plus bas. J'ai le sentiment qu'en fait, il y a beaucoup d'équipes. Alors, en Europe, oui, mais en Europe, il y a aussi une élévation du niveau de plein de petits pays ou de petites équipes qui sont plus compétitives maintenant. Et d'aller chercher avec des champions, ça a été compliqué par le passé, ça l'est encore plus maintenant, quand la Suisse doit passer 3 tours, aller au barrage pour peut-être atteindre les phases de groupe. IB l'a fait la saison dernière, donc ce n'est pas non plus impossible d'y aller. La complexité de juger le niveau de notre championnat par rapport à ce qui se fait autour, pour moi, ce n'est pas évident. Ce que je vois en revanche, c'est que dans notre championnat, il y a plein d'équipes qui travaillent bien, honnêtement, et c'est aussi le fait que notre championnat il devient incertain. Carlos, je veux faire non, ça veut dire quoi travailler bien? C'est-à-dire que maintenant, il y a une autre question qui se met en parallèle avec ça, c'est qu'on est quoi comme championnat?
on l'entend souvent, On on a un championnat de formation. Mais ça, il y en a marre, de l'entendre. Et les supporters en ont marre de l'entendre. Alors si ça, c'est travaillé bien... Ça, c'est la vérité économique, c'est pas la vérité sportive. Mais si ça, c'est travaillé bien, alors on travaille bien. Pour moi, travailler bien, c'est que le supporter, il s'en fout de savoir si on va vendre 5 jeunes. Il veut gagner, il veut être représenté dans son club. Moi, je suis fan, donc je parle aussi pour moi. Et la réalité, c'est qu'en Europe, on n'en touche plus une. C'est pas normal qu'avant, on dominait les pays du Nord, et puis ça se voyait, on montait au classement. Et là, une petite équipe russe, une petite équipe du 4e hollandaise, et puis on dégage. Franchement, c'est pas normal. Donc, est-ce qu'on est dans la formation, puis voilà, venez au stade, mais on va former des jeunes? Moi, je pense que notre niveau, il descend parce qu'il y a ça. Il y a ça qui prend le dessus. Il faut former des jeunes pour les vendre ailleurs. Et ben, nous, en Europe, on n'en touche plus une. Ça, c'est une réalité. C'est compliqué, en fait, d'être au centre de l'Europe avec les moyens qui sont les nôtres. Vous l'avez vécu aussi lors de la campagne européenne, très brève. Très brève, en plus, c'était période Covid, donc il y avait seulement un match. Mais franchement, comme je rejoins assez Carlos sur ça, c'est qu'on n'a rien à envier aux autres pays, comme peut-être, je vais prendre les pays du Nord, comme la Suède, etc. Après, oui... IB, c'est juste l'année passée, ils ont un peu galéré, mais je pense que depuis, comme je l'ai dit avant, je suis d'accord avec Carlos, il faut vraiment qu'il y ait 2, 3, 4 équipes qui prennent un peu tout ça, et toutes les équipes vont finalement suivre la cadence. Donc, mais si je vous entends bien, messieurs, si on fait un parallèle avec justement le parcours européen, est-ce que ce n'est pas finalement aussi les choix de l'UEFA de sélectionner de plus en plus les clubs qui vont aller en Champions League, et puis des nations comme la Suède, la Suisse vont devoir se contenter d'éventuellement un strapontin en Europa League, et surtout on augmente les places en Conference League. C'est pour ça que la Suisse va retrouver une 5e place européenne. C'est peut-être aussi ça, non, qui fait qu'on n'arrive plus à passer ces tours de qualification? Non, moi je dis que c'est simplement le niveau. Si on aurait le même niveau qu'on avait, ça fait quelques années, où on serait plus représenté en Europa League et puis on serait moins en Conference League. Pour moi, c'est sûr. Pour rebondir encore sur ce que j'ai dit avant, vous savez, quand on était avec IB, on se faisait voler la vedette par balle pendant 3-4 années de suite, alors qu'on disait, vous bossez, vous faites tout juste. Et notre motivation, et je me souviens, et ça me fait penser, c'était de réduire l'écart chaque année. Donc, ils se basaient sur Bâle qui cartonnait, et ils nous disaient, on a pris 10 points, maintenant 7, 6. Donc, en fait, ça montre bien que si on a 2, 3, qu'on va amener tout ça, parce qu'on va se dire, on veut se rapprocher de cela. Enfin, avoir un modèle, et non pas se dire toute la saison, ah non, parce qu'on l'entend, puis Anthony, il a vécu ça aussi, on l'entend, crise de 5 matchs, puis après, ouais, mais regarde, on est à 4 points de l'Europe. Ah ouais, bon, tout va bien. On n'a pas besoin de se renforcer là, on n'a pas besoin de faire ça. Et en fait, quand tu as les petites crises, moi je parle vraiment pour le championnat, hein, pour nos trucs. Franchement, ça c'est... Alors, j'ai pas la solution, hein, mais voilà, je trouve que c'est dommage qu'il y ait des équipes qui se reconstruisent, qui prennent du retard, et puis qu'on n'a plus ces gros leaders qui tirent tout le championnat. Moi, je trouve ça intéressant, en fait. Enfin, j'entends ce que vous dites, Carlos, mais au final, l'incertitude de notre championnat, le fait qu'il y ait un autant grand ventre mou, c'est l'incertitude chaque week-end, c'est les émotions chaque week-end, on ne sait pas qui va gagner. D'ailleurs, moi j'essaye sur Tipspul, c'est une catastrophe, je n'arrive jamais à prédire les résultats. Et ça rend le championnat intéressant aussi. Mais là, la taille du ventre mou est je suis d'accord, mais là, une bonne chose. C'est 2 questions pour moi différentes. Oui. Il y a est-ce que le niveau ça de la Suisse est plus bas? Voilà, mais de l'autre côté, il y a quand même de nombreux matchs maintenant où on voit 5 tirs cadrés. Non, mais il faut juste... Et puis comme par exemple, quand on pose la question, ouais, on est un pays formateur, franchement, il y en a marre de ça. Il y en a marre parce que le niveau baisse. Pour moi, l'Europe, en fait, c'est la preuve que le niveau baisse. Il y a pas d'autre... Ou alors, il faut me donner donnez-moi un autre exemple qui va me dire... Non, mais c'est là où... le paradoxe, c'est qu'on reste à des championnats les plus prolifiques en but d'Europe. Donc, on refera ce débat, messieurs, avec une Ligue à 12 l'année prochaine. Hein, on verra avec Anthony en Super League et Yverdon. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On traverse la Manche ? Parce qu'il y a une actualité qui a défrayé la chronique. Alors, elle a déjà commencé cet été avec les velléités de départ énoncées par Cristiano Ronaldo, qui voulait absolument jouer la Ligue des Champions. On va parler de CR7, vous l'aurez compris, qui est allé au clash une nouvelle fois cette semaine. Alors, on place le contexte. Depuis le début de la saison, c'est compliqué. Il est très peu utilisé, 38% du temps de jeu total possible, d'où une frustration pour le quintuple Ballon d'Or. Cette semaine, face à
Tottenham, rebelote sur le banc des remplaçants. Et à la 88e minute, il est parti au vestiaire, il est allé au clash, refusant même d'entrer en jeu. Ça a été confirmé par son entraîneur Erik ten Hag. Ça ressemble à un divorce définitif, non ? Ça y ressemble. Il y a une tentative de petite réconciliation cette semaine avec un petit tweet de Ronaldo avant le match de Chelsea à la Liga. Enfin, un post Instagram, je crois d'ailleurs, peu importe. Moi, je n'aime pas cette situation. Je la trouve très dure pour le joueur. En fait, le problème, c'est que j'ai eu les arguments de ouais, c'est un professionnel, il n'a pas le droit, quand quelqu'un est sous contrat, d'agir comme ça, de partir pendant le match, de ne pas vouloir rentrer sur le terrain. Ça, j'entends. Mais pour moi, Ronaldo, c'est pas n'importe quel joueur non plus. C'est pas le premier venu, c'est pas juste un type sous contrat. C'est, dans son esprit, et pour beaucoup, le plus grand, voire l'un des plus grands joueurs de l'histoire et de la planète. Et je peux entendre que quelqu'un comme ça, qui a la carrière qu'il a eue, il doit avoir un ego énormissime. Et de ne pas débuter les matchs, pour lui, c'est incompréhensible. Surtout que la saison dernière, il a quand même porté cette équipe de Manchester, et j'attends Carlos qui va répondre dans pas longtemps. Mais pour moi, il a quand même fait des différences. Il a marqué 18 buts en Première Ligue. Il n'est pas fini, Ronaldo. Il est fini dans ce que Ten Hag veut en faire. Il ne fonctionne pas dans cet effectif-là, dans ce collectif-là. Mais ce jour-là, il n'est pas fini. Et lui, il est convaincu de ne pas être fini. Et c'est difficile pour lui d'accepter d'être sur le banc alors que son équipe joue et gagne ou perd sans lui. Mais la question, elle est peut-être là, Anthony. Vous faites partie de ces cadres. Est-ce qu'on traite un joueur comme Ronaldo, comme un jeune pupille qui sort de l'académie de Manchester? Est-ce qu'on peut le faire s'échauffer 45 minutes durant le long de la ligne de touche et puis l'appeler à la 85e pour le faire rentrer en jeu, tout professionnel qu'il est? Je pose la question là sur la table. Non, bien sûr que non, mais après moi, pour être honnête, j'ai juste suivi ça un peu sur les réseaux et un tout petit peu dans les journaux. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais après je sais si, comme vous l'avez dit, pardon Alain, s'il s'est chauffé depuis la 45e et jusqu'à la 88e, non, mais bon, après, comme je le dis souvent, c'est que aucun joueur est plus fort que le club ou que le groupe. Donc voilà. On ne sait pas derrière ce qui s'est passé vraiment. Mais voilà, si les choix de l'entraîneur, c'est de ne pas faire jouer Ronaldo et de le faire chauffer, malheureusement, tu acceptes ou pas, mais c'est les choix de l'entraîneur. Le clash, il est venu du fait qu'il a refusé d'entrer en jeu. Donc ça, Ronaldo ou pas, c'est impardonnable d'un professionnel. Donc, comme dit Anthony, il a tout résumé en une phrase. Quel fautif? C'est lui. Et si vous me posez la même question, est-ce qu'on a le droit de traiter Ronaldo comme ça? Mais bien sûr que oui. Ronaldo, on ne va pas discuter, c'est le joueur, on en a parlé, etc. Mais il y a un chef. Quand tu fais ce métier, tu sais que tu as un chef. Quand il est venu au club, tu as un entraîneur, ça a changé d'entraîneur, c'est un autre entraîneur, il ne veut pas te faire jouer, ou il ne te fait pas rentrer. Lui, il est là, il va se faire virer si on perd. Lui, il considère que si tu n'es pas là, on est meilleur. Ce qui est une certitude incroyable, on va en débattre après. Mais bien sûr, tu as le droit. Lui, il part du stade, il a même quitté le stade, donc c'est lui qui est dans l'erreur. Maintenant qu'il vient de dire on ne me traîne pas comme ça, il a encore été défendu par des anciens coachs, on ne traite pas Ronaldo comme un autre. Pourquoi Messi à Barcelone, personne, on parle souvent de ça, mais Messi à Barcelone, Luis Enrique l'a mis en tribune. 2 matchs comme sanction parce qu'à l'entraînement, il venait en retard, etc. Il y a la Champions League derrière. Mais ce que je veux dire, il y a un vestiaire qui fait le même métier que toi, qui a les mêmes horaires que toi, qui s'investit la même chose que toi, même sûrement plus. Et puis quand tu te mets pas dans la ligue, mais franchement, moi je suis à fond pro Ten Hag en disant parce que là c'est la droiture de l'entraîneur qui veut garder son vestiaire. Alors il le fait pas. Si il le fait pas, et puis il dit non, il va rentrer, il rentre. Mais le vestiaire, tu le regardes comment lundi? Genre lui, il veut pas rentrer, il rentre quand il veut, il se chauffe quand il veut. Non mais on n'est pas à Paris Saint-Germain, qui l'ont fait pendant un moment. J'allais aller là-dessus. C'est aussi le contexte qui fait ça. C'est parce que c'est Manchester, parce que c'est en Angleterre, parce que les gens sont mécontents. Mais si, imaginons, Galtier faisait la même chose à Paris avec Messi, de le chauffer 45 minutes, puis de tenter de le rentrer à la 89e, et que Messi dit non, je suis pas convaincu qu'on n'aurait pas un autre débat qui est Paris, quel petit club, quelle mauvaise gestion d'un joueur aussi important que Messi. Non, personne n'est au-dessous du club, Anthony, il l'a dit. Après, dans ce milieu, ceux qui critiquent Ronaldo, maintenant, ça c'est la mode en 2022, que ce soit journaliste, consultant ou dans un bistrot, on va dire « Ouais, t'as pas fait sa carrière, qu'est-ce que tu parles ?» Depuis quand on faut faire la même carrière? Donc personne parle en fait. Donc, non mais je dis pas, on entend ça c'est la mode. Mais pour moi, Anthony Sauti à Yverdon fait le même travail que Ronaldo à Manchester. Il y a un coach, il décide ce que tu joues
Non, mais à l'échelle, on fait tous le même métier et on respecte ce métier. Et là, pour moi, il est en train de bâcler sa fin de carrière avec ça. Tu peux rester tranquille, tu n'as rien à prouver. Ça, pour moi, il fait l'égoïste, en fait. Il est vexé. Mais c'est une question d'ego, c'est ce que j'ai dit avant. Il y a déjà les rumeurs les plus folles, hein, messieurs. Bien sûr, tout le monde s'attend à ce qu'au prochain mercato, après la Coupe du Monde, Ronaldo soit libéré. On parle déjà de lui, pas n'importe où. Hein. On a lu comme ça, vous disiez, Chelsea même déjà. Oui, alors chaque jour, on aura un autre club qui va arriver dans les rumeurs. Mais vous le prendriez ? Vous avez l'air de penser que gentiment, Ronaldo... Moi, j'aurais aimé avant Manchester... Manchester est meilleur sans Ronaldo. Non, mais ça, c'est une certitude. Il faut juste regarder le foot pour le voir. Mais ça veut dire que lui ne brille pas. C'est très compliqué. Je critique pas Ronaldo, ça a été mon idole au Real Madrid. Je me cache pas que je suis du Real Madrid. Mais Manchester cartonnait. Je croyais qu'on le savait. Manchester, il cartonnait. Pour ceux qui regardaient, il y avait des joueurs. C'était une des meilleures équipes d'Angleterre. Bruno Fernandes, Rochefort. Tout le monde. Il est arrivé dans cette équipe pour croire que voilà, il allait compléter cette équipe. Il l'a complètement détruit. Pas lui. Il n'a pas mis la baguette en disant je vais vous détruire. Lui, il a marqué ses 15 buts, ses 20 buts, etc. Mais les autres ont complètement disparu. Et je pense que Ten Hag, il a ça dans la tête. Et le match que Manchester fait là contre Chelsea, heureusement qu'ils égalisent, c'était extraordinaire à voir. Donc je pense que lui, il préfère récupérer 3-4 joueurs qui avaient disparu et se priver de Ronaldo. Il faut penser à lui, en fait. Lui, il va se faire virer s'il n'y a pas de résultat. Mais il va pas se faire... on va pas lui dire, ouais, mais tu fais jouer Ronaldo, donc tu as sauvé ton job. Donc moi, je le prendrais pas, ou alors un système où tu fais ce que tu veux. De toute façon, moi, avant qu'il arrive à Manchester, j'avais dit sa fin idéale, c'était Sporting Lisbonne, retour à la maison, plus la Champions League, et là, il pourra sûrement faire plus ce qu'il veut. On a oublié de le préciser, effectivement. Il a été écarté du groupe ce week-end pour le déplacement à Chelsea, et Manchester United a arraché le match nul. Vous aviez encore une dernière chose à ajouter sur la thématique je ne sais pas à quel point, je n'étais pas évidemment dans les transactions, hein, mais il y a des sources assez sûres qui disent que Ronaldo avait des possibilités de départ l'été passé, que le club n'a pas voulu le vendre. Il faut aussi se dire qu'il faut assumer le salaire de Ronaldo, hein, et pour le Sporting, c'était compliqué, même si, comme l'a dit Carlos, ça aurait été l'adresse parfaite pour le retour à la case départ et finir là-bas, ça aurait été très beau. Et il y avait la Ligue des Champions au Sporting. Le Sporting qui peut toujours se qualifier, hein, sait-on jamais, pour ce printemps et les huitièmes de finale. Mais avant les huitièmes de finale de ce printemps, il y a un certain Suisse-Cameroun qui nous attend. Vous aurez compris qu'on a changé de sujet. C'est dans 32 jours exactement, hein, Suisse-Cameroun. Et toute la nation tremble, ou presque. Yann Sommer sera-t-il présent pour défendre les filets de la Nati? On pose le contexte. Il s'est blessé ce mardi en Coupe d'Allemagne. Lourde blessure à la cheville. Communiqué de Mönchengladbach. Yann Sommer est au repos forcé jusqu'à nouvel ordre. Messieurs, football fiction, et si Yann Sommer devait manquer la Coupe du Monde, qui pour défendre les filets de l'équipe nationale? Alors, Kevin Martin? Kevin Martin, oui, je pense qu'il nous regarde. Auteur d'une saison exceptionnelle. Très bon gardien. Ça, on le salue au passage. On sait qu'il est fidèle de Blue Sport. Oui, exactement. Mais qui comme Nurin? Moi, ce que j'ai pensé aujourd'hui, c'est que Yann Sommer, c'est un peu le chouchou, c'est le leader de l'équipe, c'est un gardien exceptionnel, classe mondiale. Ouais. Mais est-ce que derrière, on n'a quand même pas des gardiens de grande qualité qui font des grandes parties en ce moment, des bons débuts de championnat avec Mvogo, avec Kobel, avec Omlin, qui s'est aussi potentiellement, je crois, fait la cheville. Ouais, l'image n'est pas belle. Ouais. Mais dire que c'est une mauvaise chose, oui, mais il ne faut pas trop se mettre la pression. Je pense que derrière, il y a suffisamment de qualité pour... Alors, on ne prétend pas ici, c'est qu'en fait... Pour en avoir discuté, la hiérarchie d'Iaké n'est pas claire. Parce qu'on a voulu essayer Omlin, il a repris un carton, il n'a pas pu jouer contre les Tchèques. Mvogo, actuellement, rebondit très bien à Lorient. Kobel, vous en avez parlé, revient aussi de blessure et a repris sa place de titulaire à Dortmund. Il y a embarras du choix. Oui. Pour vous, la hiérarchie est claire? Non, elle n'est pas claire. Puis dans les matchs de National League, on a vu que ce n'était pas toujours clair qui était numéro 2, numéro 3. Donc il se pose des questions. Peut-être c'est aussi quelque chose qu'il a voulu provoquer aussi en disant après Sommer, les cartes sont redistribuées. On a toujours dit que s'il y a un poste en Suisse où on n'a pas de souci à se faire, tout le temps, c'est les gardiens. En fait, Sommer est tellement au niveau vraiment fort qu'en fait, on se fait quand même du souci maintenant. Ah oui. Mais on disait toujours, regarde, il y a lui, chaque année, il y avait des top gardiens, même ceux qui jouaient chez nous en Suisse étaient dans la liste. En fait, c'est plus que ça. Alors moi,
pour répondre moi je mets Mvogo par rapport au quota qu'il a à Lorient, une équipe qui subit et puis qui tient la baraque. Donc je pense qu'il est, avec 28 ans, il a atteint en fait sa maturité. Mais où ça va être un quad pour Mourad, c'est que Sommer, c'est pas seulement un des meilleurs gardiens au monde, c'est qu'il contrôle sa défense. Il a un charisme dans l'équipe. Non, puis depuis tous ces matchs, il contrôle, il appelle. Donc en fait, mettre un gardien là, même si on met un plus fort que Sommer, il n'aura pas la même relation qu'il a construit ces années avec ses centraux, avec son latéral. Les défenseurs, souvent, et Anthony peut le dire, tu te sens rassuré quand tu as un gars que tu sais qu'avec 2-3 mots, il te place. Je connais bien, ouais. Puis tu es mieux dans ta tête, tu dis, ouais, même si je fais une petite erreur, il est là. Puis en fait, quand tu as quelqu'un qui est super fort, mais que tu n'as pas ce feeling de construit de toutes ces années, tu es plus tendu. Moi, je me rappelle de mes années avec Zuber Buller, même si j'étais milieu, c'était pas le meilleur gardien, mais on avait une sécurité avec lui, tellement qu'il nous coachait, qu'il nous parlait. Puis je pense que ça influence aussi l'équipe nationale, c'est que Sommer, c'est pas seulement un gars qui est là quand il faut, c'est qu'il fait partie vraiment de cette défense. Donc en fait, du coup, c'est un couac, mais je mettrais Mvogo en deux, enfin, pour le remplacer. Alors le favori de nos lecteurs, puisqu'on vous a sollicité par l'intermédiaire de notre site Blue News, reste Jonas Omlin, devant effectivement Ivo Mvogo, Gregor Kobel et David von Balmos. Alors, Vincent, vous pouvez souscrire à cette hiérarchie? Le sondage a commencé, je pense, avant oui. La blessure d'Omlin d'hier soir. Moi, j'ai vu une photo d'une image de sa cheville. Blessé contre Lyon, il a dû sortir aussi juste avant la mi-temps. On attend des nouvelles. On a nos deux numéros 1, parce que pour moi, je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord sur ce plateau que c'est Sommer et Omlin, même si la hiérarchie n'est pas ultra claire. Voilà, alors moi, je trouve que c'était Sommer-Omlin. Si Omlin est blessé, évidemment qu'Mvogo va y aller. Je suis très inquiet, je fais partie de la Suisse qui tremble, sauf que j'avais oublié que la Coupe du Monde c'était dans 30 jours, c'est vraiment dommage. La Suisse démarre dans 30 jours. C'est de la folie. Ouais. Voilà, donc vraiment je suis très inquiet parce que Sommer c'est clairement, et Carlos l'a dit, un des tout meilleurs gardiens au monde. Et il faut qu'on se rende compte qu'en Suisse on a cette chance-là. Il n'est pas reconnu à sa juste valeur parce qu'il n'y a aucun immense club qui est venu le chercher, mais ce gardien-là il est exceptionnel. Alors Patrick Folletti, entraîneur des gardiens de l'équipe nationale, s'est voulu rassurant. Nous sommes en contact permanent avec Yann Sommer et on a bon espoir, on est même quasi convaincu qu'il sera de la partie. Cette question sous-jacente, Yann Sommer pas à 100%, avec tout ce que vient de nous dire Carlos Varela, franchement vous êtes dans la peau de Murat Yakin, vous hésitez quand même à... Enfin vous le prenez quoi. Je pense que s'il vient au mondial, c'est qu'il est apte à jouer. Pour moi, c'est qu'il est à 100%, c'est qu'il va tenir la baraque. Donc oui, de toute façon, moi, Sommer à 80%, je pense que, comme il a dit, avec les relations, c'est les petits détails comme ça qui peuvent... Ça peut le faire, ou s'il n'est pas à 100%, non, il faut renoncer. Comme Didier Deschamps va le faire avec pas mal de ses cadres, d'ailleurs. Justement, c'est très bien ce que vous dites, c'est qu'il faut séparer le poste du gardien et un joueur de champ. Là, même s'il arrête 3 semaines, même Omlin, j'ai vu la photo, ça c'est les ligaments de la cheville, j'ai connu, c'est une des seules blessures que j'ai eues, la petite balle de tennis là, c'est les ligaments, ça peut être 3-4 semaines. Mais un gardien, je pars du principe, avec la muscule, il n'a pas besoin d'un cardio pour être apte, même si Sommer est apte dans 3 semaines, il sera au top niveau à la Coupe du Monde. Pour rebondir sur Akanji peut-être, ça c'est des joueurs, si maintenant ils sont out 3 semaines, puis tu as la Coupe du Monde de semaine, là ça ne va pas le faire parce qu'on a besoin de récupérer le cardio. Voilà, un gardien, non. Donc je pense vraiment, pour Sommer, c'est vraiment, il ne faut pas qu'il ait de douleur. Les gardiens ne courent pas. Non, mais il n'y a pas de cardio, donc pour répondre, c'est sûr que s'il récupère, il n'a pas de douleur, ce sera le même Sommer qu'on connaîtra, même s'il a arrêté 3 semaines. On est rassuré. On n'est pas encore rassuré. On espère que ça se passe bien. Voilà, en fait, il y a d'autres nations qui sont inquiètes. Araujo, l'Uruguayen, Diogo Jota, le Portugais, Reece James, l'Anglais, Wijnaldum, le Néerlandais, les Français avec Maignan, peut-être Varane, Kanté, Pogba qui revient à peine, Leroy Sané pour les Allemands, ou encore Dybala pour l'Argentine. C'est un peu l'hécatombe. Finalement, on nous avait annoncé la plus belle et grande Coupe du Monde de l'histoire. Si les effectifs des grandes nations commencent à s'effriter, on peut en douter, non? Alors, je ne sais pas qui a annoncé ça. Pour moi, ce ne sera pas la plus belle de l'histoire du foot, mais bon, pour d'autres raisons. Mais c'est surtout la France. La France, chaque semaine, il y a encore Varane sur la liste, là, qui a des gros soucis, tous les cadres, que ce soit extra-sportifs ou blessures.
Voilà, c'est pas forcément parce que cette Coupe du Monde arrive à Noël, mais les blessures, on sait qu'à Noël, les organismes, il y a la grosse préparation, ça arrive chaque année. Maintenant, on en parle parce qu'il y a le Mondial, sinon ce serait un peu... On n'en parlerait pas. Mais les joueurs, ils l'ont tous dans la tête. On a vu encore avec Varane qui se met à pleurer tout de suite parce qu'il a ça. On n'a pas l'habitude de voir des joueurs à la... Parce qu'il change, il n'y a pas de période de remise en forme, de réathlétisation. Normalement, on a On 3 enchaîne. semaines avant le début d'une Coupe du Monde. Là, on va enchaîner. Hein. Les clubs vont libérer les internationaux quasi avant la Coupe du Monde. Vous attendez à une belle Coupe du Monde, Anthony? J'espère, en tout cas. Vous allez quand même la suivre, Oui, je vais quand même la suivre. en tant que fan de foot. En tant que fan de foot, bien sûr, et en espérant que la Suisse fait un beau parcours. Mais quand on voit les Français, chaque semaine, comme l'a dit Carlos, ils perdent quelqu'un, et de voir Varane en pleurs, franchement, c'est des images que, personnellement, j'aime pas voir, parce qu'il sait que, potentiellement, il peut faire une croix sur le mondial. Donc, en espérant qu'il n'y ait plus trop de blessés avec des noms... De sacrés noms, quoi. Ouais, parce que Vincent, vous l'aurez compris, hein, les échéances arrivant très rapidement. Une blessure musculaire aujourd'hui, c'est quasi forfait. Et on n'est pas à l'abri dans les 2 prochaines semaines. Après, on parle de pays qui ont des réservoirs de joueurs assez imposants. On ne va pas plaindre les Français. Je veux dire, même si ce n'est pas les premiers choix au milieu de terrain en défense centrale. On va plutôt croiser les doigts pour nos internationaux. Derrière, il y a quand même du monde. Chez nous, c'est clair que pour l'équipe nationale suisse, il y a des blessés, et certains sont essentiels dans cette équipe. Je pense à un Granit Xhaka, je pense à un Manuel Akanji, actuellement en tout cas. Un Freuler titulaire à Nottingham. Ou un Brelem Bolo. Ça pourrait devenir compliqué pour l'équipe de Suisse. Donc il faut vraiment... je ne veux pas dire que ces jours-là doivent se préserver, parce que c'est important de rester dans le rythme. Mais ça peut peser ces prochaines semaines, non? Ça dans va être l'esprit des joueurs. Il y a la Ligue des Champions Champions cette semaine. On va enchaîner la semaine d'après encore une nouvelle fois avec encore 2 journées. Et puis on rajoute que les entraîneurs de club, on n'en complètement rien à foutre ça, ils l'ont déclaré. de ça. Donc après, il y aura peut-être le joueur qui aura... Voilà, alors, il y aura les déçus de ne pas jouer parce qu'ils veulent se montrer pour être convoqués. Il y aura ceux qui veulent s'économiser. Mais l'entraîneur, il s'en fout de la Coupe du Monde. Il veut performer. Donc c'est clair qu'il y a des joueurs qui... C'est sûr qu'ils ne vont pas lever le pied, mais si ça tire un petit peu, ils ne vont peut-être pas prendre la pastille qu'ils prenaient d'habitude pour courir. Ils vont dire je vais me réserver. Personne ne veut rater ce mondial, là, même s'il a été discuté scandale par scandale. Une fois que tu es joueur, tu veux aller représenter ton pays. Donc c'est sûr que là, ces prochaines semaines, ça va travailler. Ce sera peut-être une des prochaines thématiques, à commencer par cette semaine, on vous l'a dit, retour des compétitions UEFA, mardi, mercredi pour la 5e journée de phase de groupe de l'UEFA Champions League, suivi de jeudi, l'UEFA Europa et Conference League. Voilà, merci Anthony d'avoir fait le déplacement ici à Blue Sport. Merci à Vincent et Carlos. Le football ne s'arrête jamais sur Blue Sport, puisque dans quelques petites minutes, vous retrouvez Sébastien Clément pour l'affiche de la soirée en Serie A. Rome, Naples, le magnifique leader de Serie A qui se déplace dans la capitale. Merci de votre fidélité. À bientôt sur Blue.